De tous les chapitres qu'on a vus tout au long de ce module. Excusez-moi, on va essayer de commencer s'il vous plaît. S'il vous plaît, vers la fin de la séance, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des confusions ou bien des malentendus, quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est l'occasion finale que vous allez vous trouver devant vous en tant qu'un prof, pas quelqu'un qui va vous évaluer. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On va essayer de faire un scan rapide, une boucle définie sur tous les chapitres qu'on a vus. Donc bien sûr, je crois que vous vous rappelez la structure générale des algorithmes. Donc on va commencer par vous rappeler un petit peu rapidement la structure générale. Donc bien sûr, chaque algorithme il est défini par sa partie déclarative, qui a pour objectif de définir les variables et les constantes. Et bien sûr, vous faites ça la même chose pour les fonctions et les procédures, c'est-à-dire que si vous avez des modularités, il faut toujours avoir une partie déclarative où vous allez définir vos variables locales, paramètres, variables globales, et bien sûr la partie exécutable où vous allez écrire toutes les instructions qui vont être lues d'une manière successive et séquentielle. Donc, on va commencer directement par définition de besoin. Bien sûr, les structures ils sont définies, on exécute les structures sous forme séquentielle, donc ligne par ligne, qu'on appelle structure linéaire. Et on a aussi des instructions qui sont instructions conditionnelles, qui a pour objectif de vérifier soit un seuil ou bien vérification d'une condition pour appliquer une suite d'instructions. On a vu les instructions conditionnelles comme si, en fait, il y en a trois qu'on a vu pendant ce module, c'est si. Si et fin si, c'est-à-dire qu'on a une seule action à vérifier, une action à exécuter suivant une condition à vérifier. Et on a après deux actions qui sont définies par si, condition et sinon si, tel que sinon si, on ne va pas définir la condition, on va supposer que la condition, c'est la condition opposée, c'est-à-dire contradiction de la condition vérifiée par si. D'accord? Et on a la dernière structure, c'est la structure si, sinon si, où vous avez ensemble de conditions à vérifier, exemple calcul de déterminant pour résoudre l'équation de deuxième ordre. Vous avez trois cas. Dans le cas d'ensemble C. Donc il faut vérifier si le delta est nul, delta positif, delta négatif, et suivant ces deltas, vous allez calculer ensemble de résultats possibles. Donc ce sont les instructions conditionnelles. Et on a vu aussi les instructions à boucle, et on peut définir qu'il y en a deux. Il y a la boucle définie et la boucle indéfinie. Telle que la boucle définie, c'est une boucle où on connaît point de départ, point d'arrivée. Et les boucles indéfinies, ce sont des boucles où on va exécuter en récursivité des instructions suivant des conditions. D'accord? Et ces boucles indéfinies, il y en a deux. Il y a tant que, où il faut vérifier, valider la condition pour les instructions. Et il y a la deuxième, c'est quoi? Qui peut me rappeler? Répéter jusqu'à. Quelle est la différence? Donc, tant qu'on vérifie la condition, on exécute les instructions, répéter jusqu'à. Si la condition est vérifiée, on va sortir de la boucle. D'accord? C'est l'inverse. Tant qu'il faut vérifier la boucle, vérifier la condition, on exécute la boucle, mais répéter jusqu'à, on va répéter les instructions jusqu'à que la condition est vérifiée. S'il est vérifié, on sort. Et on a vu aussi des instructions qui vont soit bloquer le bouclage, soit sortir le bouclage. Ce sont continue et break. Donc si vous utilisez continue, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on fait un saut, c'est-à-dire une itération qui n'est pas exécutée. Mais break, ça veut dire qu'on va sortir carrément de la boucle, c'est-à-dire qu'on ne va pas affecter les instructions suivantes, on va sortir de la boucle. D'accord? Et aussi on a vu les types de variables définies. Il y a les tableaux et il y a les enregistrements. Et les avantages des tableaux, c'est que au lieu de définir ensemble de variables, imaginez avec moi, on va définir les variables. Ils vont être limités par le nombre de caractères X, Y, Z, A, B. Donc on a un nombre d'alphabets. Alors, est-ce qu'on peut ajouter d'autres variables? On va être limité. Donc si on utilise des tableaux, on aura là une méthode infinie, presque infinie de déclaration de variables, nouveaux variables. Mais la condition c'est
que le tableau il va rassembler uniquement des variables qui ont le même type. Alors, pour corriger ce problème, ou bien pour éviter cette limitation, qu'est-ce qu'on a? On va définir un autre type de variable qu'on appelle enregistrement. Alors, l'enregistrement, quel est son avantage? Au lieu que vous déclarez un tableau qui va vous imposer que toutes les valeurs seront de même type, on en définit un enregistrement où on peut définir plusieurs attributs dans la même variable. D'accord? Céline, on va essayer maintenant de un petit peu détailler toutes les notions qu'on a posées. Donc, je vais commencer directement par les conditions des structures alternatives. Donc, bien sûr, structure alternative qui dit structure alternative, il est ici aussi organigramme. D'accord? Donc, bien sûr, pour traduire l'instruction ci, elle sera traduite par quoi? Organigramme, par un losange. Donc, vous avez comme ici un losange. Par exemple, de cet exemple, on va essayer d'écrire un algorithme qui va définir si vous êtes adulte ou non. Donc, bien sûr, là, les conseils que je vais vous donner, quand vous tracez les organigrammes, il faut faire attention à ce stade, s'il vous plaît. Quand vous avez des tests, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours, dans chaque direction, flèche, écrire est-ce que c'est la condition est validée ou bien non. C'est-à-dire, il faut écrire toujours non et oui avant d'exécuter les instructions suivantes. Alors, la petite chose que j'ai ici, un petit problème, c'est au niveau de début F1, ils doivent être définis par des ellipses. D'accord? Donc faites attention à ces notions. Une autre remarque, s'il vous plaît, au niveau des symboles utilisés au niveau quand on vous pose la question. Donc il y a des différences entre affecté, qui est flèche, c'est une affectation, et pour poser la question de comparaison, égal, on va vers égal mathématique. D'accord? Donc faites attention s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Que je vois, que j'ai vu pas mal dans vos tests. D'accord? Affectation, c'est flèche. Bon, mais pour poser la question, est-ce que c'est égal au niveau des conditions? C'est égal mathématique. D'accord? Au niveau de différents, qu'est-ce qu'on met? Au lieu d'écrire différents mathématiques, on fait deux symboles inférieur supérieur qui signifie que c'est différent. D'accord? Donc, essayez de ne pas tomber dans ce problème. Alors, il y a une autre structure alternative qui a si, sinon si, sinon si, sinon si, sinon. Donc, à ce stade, quel est l'avantage ou bien la différence entre la structure alternative qu'on vient de voir, qui utilise uniquement si et sinon, et celle-là qui est devant vous? Il y a l'avantage et limitation. Premièrement, au niveau structure. Donc, s'il vous plaît, si vous écrivez sinon si, contrairement à sinon, est-ce qu'il y a une condition? Sinon, il n'y a pas de condition. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la condition qui est définie dans si, il n'est pas vérifié. Si il n'est pas vérifié, on exécute les instructions 2, ainsi de suite. D'accord? Donc on ne doit pas mettre de condition après sinon. Contrairement à sinon si, il faut préciser la condition qui sera vérifiée pour exécuter l'instruction. D'accord? Et bien sûr, pour fermer la parenthèse des cas possibles, qu'est-ce qu'on fait? Pour fermer la parenthèse des cas possibles, on finit toujours avec sinon. C'est-à-dire, si la première condition n'est pas vérifiée, deuxième, ainsi de suite, alors le reste des cas, on va exécuter une instruction. Et en général, la sélection il sera dédiée pour les erreurs. C'est-à-dire, par exemple, si jamais, on va essayer d'expliquer dans ce cas. Donc, ce cas, il essaye de définir la mention de la note, n'est-ce pas? Bien sûr, on a des mentions qui sont claires, c'est-à-dire entre les valeurs qui sont entre 0 et 20. Mais si jamais un professeur, il va mettre 100, par exemple, est-ce que ce cas il existe? Il n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Message d'erreur. Professeur, note erronée, par exemple. D'accord? Pour fermer toujours la parenthèse des conditions. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux instructions? Si et sinon si? C'est bon? On peut continuer? D'accord? Très bien. Maintenant, on va parler un petit peu des boucles. Alors, pour les boucles, comme on vient de définir, il y a deux types de boucles. Il y a des boucles qui sont définies et il y a des boucles qui sont indéfinies. Au niveau de boucles définies, on va utiliser l'instruction pour. Mais la condition pour utiliser, toujours je répète, boucle définie, qu'est-ce qu'on doit vérifier? On doit vérifier que ce bouclage est connu, c'est-à-dire on connaît
le point de départ et on connaît aussi le point d'arrivée. D'accord? Si on n'a pas cette condition, on ne peut pas utiliser l'instruction pour. D'accord? Contrairement à la boucle indéfinie, c'est pas forcément on a le point de départ, point d'arrivée, mais on a une condition de bouclage. D'accord? C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, si on a une sirène qui va sonner, s'il y a un danger, le feu. D'accord? Donc on va faire, est-ce qu'on connaît quand le danger il va arriver? On ne connaît pas le danger quand il va arriver. Donc ça dépend d'une condition. La condition, par exemple, un capteur de température ou bien un capteur de fumée. Si on détecte une fumée, ça veut dire qu'il y a un danger. Donc si à condition que il y a le danger, on va activer la sirène infiniment. D'accord? Donc, c'est une boucle, mais elle est indéfinie, c'est-à-dire qu'il est fixé suivant si la condition est vérifiée ou non. D'accord? Mais par exemple, si je veux faire un compte à rebours, un chrono, d'accord? Et bien sûr, je fais compter la durée de l'examen. Bien sûr, en général, la durée d'examen, elle est connue. Vous avez 2 heures, 1 heure et 45 minutes. Donc, je vais commencer le compte à rebours par le point d'arrivée, c'est-à-dire le point de départ, c'est-à-dire 8h30 par exemple, et je vais finir après une durée qui est fixe. D'accord? Donc on a deux cas. Il faut faire attention, suivant où vous êtes, dans quelle situation vous êtes, il faut faire le choix de quelle boucle que vous allez utiliser. Donc il y a une petite chose à mentionner ici dans les boucles indéfinies. Les boucles indéfinies, quand on a deux types. On a le premier type qui est tant que condition ensemble d'instructions, et il y a la deuxième, c'est répéter ensemble d'instructions jusqu'à. Et comme le nom, comme le nom est dit, tant que, c'est-à-dire la condition, elle doit être vérifiée. La condition qui est après tant que, elle doit être vérifiée pour faire le bouclage. S'il n'est pas vérifié, on ne va pas faire le bouclage. Contrairement à répéter jusqu'à, tu vas écrire répéter ensemble d'instructions, c'est-à-dire tu vas entrer directement dans le bouclage jusqu'à une condition il est vérifiée. Si la condition est vérifiée, on va sortir du bouclage. S'il n'a pas vérifié, on va rester dans le bouclage. D'accord? Après, tu vas la même analogie. Donc, répéter instruction jusqu'à sortir du bouclage. Il y a la différence. Et ça dépend de la situation où vous êtes. Vous devez faire le choix entre les deux. D'accord? Très bien. Et il y a une notion très importante dans le bouclage, c'est la sommation cumulée. La sommation cumulée, c'est comme vous voyez ici, dans la boucle pour I allant de 1, c'est-à-dire vous avez le point de départ et N, vous avez le point final, point d'arrivée, et vous faites S reçoit S plus I. Donc, quand on utilise cette instruction, ça veut dire qu'on va faire une sommation cumulée. Pour bien expliquer les choses, on va essayer de considérer que la S où vous allez vous faire l'affectation, c'est le passé. D'accord? Et le résultat de l'affectation, c'est le présent. D'accord? Donc ça veut dire que S va recevoir sa valeur passée plus une sommation présente qui est I. Donc on va faire une sommation cumulée. Et l'exemple qui est le plus classique, c'est la sommation arithmétique. Dans le cas, on va faire la sommation infinie 1 plus 2 plus 3 plus 4, ainsi de suite. Et bien sûr, on peut considérer que cette expression elle est définie par la suite arithmétique qui est un plus 1 égale à un plus une constante. D'accord? Donc ça, c'est la sommation réelle. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on doit faire? Et la chose qui est primordiale, il ne faut pas oublier. Si vous faites une sommation cumulée, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Attention. Exactement, c'est l'initialisation. Et comme vous voyez ici, avant le bouclage, on a initié 0, S à 0, parce qu'on va faire une sommation. Mais si on désire par exemple faire une multiplication, si on initie la valeur, c'est exactement, il vaut mieux de changer 0 par 1 pour avoir une multiplication, sinon la valeur, même si vous exécutez toute la boucle, vous allez avoir un 0 vers la fin. D'accord? Il faut faire attention quand vous faites le bouclage, soit défini ou bien indéfini, et vous faites la sommation cumulée ou bien la multiplication cumulée, faire attention toujours à l'initialisation, c'est très nécessaire.
Très bien. Donc, au niveau des boucles, est-ce qu'il y a des questions à ce stade, s'il vous plaît? N'hésitez pas. Et si vous désirez que je vous fais des exemples, plus d'exemples, j'ai aucun problème. Est-ce qu'il y a des questions? Je continue. Est-ce qu'il y a des malentendus, quelque chose mal compris au niveau des boucles? Soit les boucles, soit les instructions conditionnelles. C'est bon? D'accord. S'il vous plaît, n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des questions, s'il vous plaît. C'est une révision. Après, je vais faire un problème final qui va vous essayer d'engendrer toutes les notions principales du cours. Oui, je vais vous l'envoyer, c'est sûr. Oui, monsieur. Au niveau de complexité, il faut toujours compter la complexité. Une instruction comme valeur de 1. Quand on a un bouclage, il faut savoir le bouclage, il va où il va commencer et il va où il va finir. Il faut faire la soustraction au point de fin, au point d'arrivée et de multiplier suivant les instructions. Par exemple, je vais essayer de compter la complexité de cet algorithme. Bien sûr, la complexité, il va commencer de début jusqu'à fin. On ne va pas compter les déclarations comme complexité, parce que les déclarations, ce sont des ressources, c'est-à-dire de la mémoire. Ce n'est pas une exécution d'instruction. Donc, on va toujours compter les complexités, commençant de début jusqu'à fin. Donc, lire, est-ce qu'il va s'exécuter plusieurs fois? Il va s'exécuter une seule fois. Donc, sa complexité, c'est 1. Et pour l'initialisation, est-ce qu'on va initier plusieurs fois? Donc, on a 2. Et pour l'instruction pour, est-ce que l'instruction pour, il va se répéter plusieurs fois? Une seule fois. Pour s'exécute une seule fois. Mais les instructions qui sont à l'intérieur de pour, elles s'exécutent plusieurs fois. D'accord? Donc, je vais voir le point de départ, point d'arrivée de pour. On a M et 1. Donc, on va exécuter les instructions N fois. Donc, je vais commencer par la première instruction qui est à l'intérieur de la boucle. Et bien sûr, j'ai une seule. Donc, cette affectation, combien de fois il va s'exécuter? N fois. D'accord? Donc, et bien sûr, fin pour, c'est la fin de l'instruction pour. On ne va pas compter fin pour comme une instruction. C'est la fin de l'instruction pour. D'accord? Et on va compter affiché comme une seule instruction parce qu'il est en dehors de la boucle. Donc, on a 1 et 2 et 3. Et n pour le nombre d'instructions comptées. Et bien sûr, pour va s'exécuter. Donc, on a 4 plus n. D'accord? Comment? Non, 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 on a mis un seul, parce qu'on a fait une fois l'initialisation. D'accord? Il faut la compter une seule. Donc, le nombre il sera multiplié s'il est à l'intérieur de la boucle. D'accord? Alors, ce que je vous ai ajouté au niveau, je vais complexer la complexité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, imaginez avec moi, entre pour et l'affectation S reçoit S plus I, on va faire un si, une condition. En condition si, par exemple, I il est supérieur d'une valeur, 14, 15, ainsi de suite. Donc, est-ce que la condition, est-ce que l'instruction conditionnelle va s'exécuter une fois? Oui, on va toujours tester si I est supérieur au seuillage. Mais ce qui est après l'instruction, est-ce qu'il va s'exécuter une fois? Non, il va s'exécuter dans un intervalle. Ah, je vais vous expliquer. Donc, imaginez avec moi, donc j'ai pour I allant de 1 à n, et ici j'ai une condition sur si I est supérieur à petit m, alors. Et je vais faire la condition, l'instruction comme ça, ainsi, un pour. Alors, je vais commencer par la première instruction qui est pour. Elle va s'exécuter une seule fois. Je vais la mettre en bleu, une seule fois. Maintenant, le test, il va s'exécuter une fois. Même si on ne vérifie pas la condition, on va exécuter le test. La condition s'exécute, l'instruction s'exécute, même si la condition n'est pas vérifiée. Mais est-ce que cette instruction qui est à l'intérieur de la condition, elle va toujours être exécutée? Non. Ça dépend si la condition est vérifiée.
Donc, sa complexité, c'est un intervalle. La valeur, la valeur minimale, c'est 0, parce qu'il arrive que jamais la condition sera exécutée, validée, donc l'instruction ne sera pas exécutée. Donc, je vais mettre 0, x, et la valeur maximale, c'est qu'il va s'exécuter toujours. Il va toujours s'exécuter. Donc, je vais dire inférieur ou égal à n. Et bien sûr, fin si, c'est une seule instruction, et fin course, c'est une seule instruction. Donc, on a x prime qui est entre quoi et quoi? Entre 1 plus n, 1 plus n, et 1 plus 2n. D'accord? Donc, c'est un intervalle. Ça dépend de la condition s'il est validé. C'est pas validé, c'est-à-dire que la complexité va diminuer. Oui, monsieur, tu as une question. Très bien, très bien. Donc la somme de si et sinon, c'est m. D'accord? Et si on a si, sinon si, sinon si, sinon si, on va diviser la complexité sur le nombre de conditions qu'on a. Je vais vous expliquer plus. Donc si par exemple, si vous avez si, sinon, je ne vais pas la poser dans le CC, ne vous inquiétez pas, mais essayez juste de la comprendre. Il n'est pas dans l'examen. Essayez juste de la comprendre. Donc on a si, sinon si, et sinon. Donc l'ensemble des probabilités, c'est quoi? Je vais faire des mathématiques un petit peu. L'ensemble des probabilités égale à quoi? Égale à 1. Égale à 1. Donc la complexité, l'ensemble de la complexité des instructions, c'est 1. N'est-ce pas? Très bien. Donc, la probabilité, puisqu'on a 4 conditions, la probabilité moyenne, c'est 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4. Et si on a un bouclage, on va multiplier ces probabilités par n. D'accord? C'est compris? Mais en général, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un arrondissement. On va compter que si et si on suit jusqu'à sinon, c'est une seule instruction pour éviter les problèmes. D'accord? Pour éviter les causes. Mais il y a juste une petite chose, si on va aller au cas extrême, si les instructions qui sont à l'intérieur des conditions sont différentes. C'est-à-dire, la première, il a une seule instruction, la deuxième, deux, ainsi de suite. Mais c'est rare. En général, ils ont la même instruction pour chaque instruction conditionnelle. Chaque condition, on va exécuter une seule instruction. Mais si ça arrive, et c'est rare, si on a plusieurs instructions, il faut faire la division sur le nombre d'instructions. Par exemple, si vous avez deux instructions qui vont être exécutées après si et une seulement sinon, donc vous avez ici 1 sur 2, 1 sur 2, et 1 dans sinon. Est-ce que c'est clair? Mais c'est très rare. Oui, mademoiselle. Exactement, exactement. Oui, oui, oui. Hein, vas-y. À condition que la structure est linéaire et que les instructions ils possèdent nombre d'instructions homogènes, c'est-à-dire nombre d'instructions pour chaque condition. Et c'est juste. Mais sinon, il faut compter chaque instruction un par un. D'accord? D'une manière classique. Mais s'il y a la possibilité de faire une structure linéaire, on peut faire la sommation totale. Oui, c'est possible. Donc il faut faire attention. Faut être vigilant. Et l'objectif de la complexité, c'est quoi? C'est de juger est-ce que ton algorithme il est sobre ou non. Puisque ta complexité il est grande, puisque ça signifie que ton algorithme il est très complexe. Et si jamais une autre personne il écrit un algorithme avec moins de lignes, ça veut dire que son algorithme il va être plus performant. D'accord? Et bien sûr, aussi on va compter les ressources. La personne qui va utiliser un algorithme et être stocké dans 2 gigas, c'est pas la même qu'une personne qui va stocker son algorithme dans 500 mégas. Moins de mémoire, plus de performance. D'autres questions? Si vous avez des questions, oui, mademoiselle. Répétez jusqu'à. Non, attention. Les boucles indéfinies, euh, parce que les boucles définies, on connaît le nombre de fois d'exécution. Indéfini, non, c'est un intervalle. C'est toujours un intervalle. Boucle indéfinie, c'est un intervalle. Parce qu'on ne connaît pas le point de départ, point d'arrivée. Donc on va faire une estimation, une probabilité, un intervalle. Alors, on va dire toujours que la valeur minimale c'est 0.
Ça arrive que la condition ne va pas être jamais exécutée. C'est tant que. Mais si on utilise répété, il faut compter le nombre d'instructions. Les premiers nombres d'instructions, comme ils sont valides. Parce que là, répéter si la condition est vérifiée, il va sortir de la bouclage. Contrairement à tant que. Encore, il faut vérifier la condition pour exécuter les instructions. D'accord? Il faut faire attention. Oui, s'il y a des questions au niveau de complexité. Très bien, donc je continue. Alors maintenant, on va passer à une autre notion, c'est la notion de procédure et fonction. Alors, qui peut me donner une définition sobre de c'est quoi une fonction, c'est quoi une procédure? Une définition simple. ما تعرضوش عليا بحال اللي داروا section اللي قبل هكا. ثاني définition logique qui signifie que vous avez bien compris c'est quoi une fonction procédure. Et qui signifie أنني ما كبيش الماء في الرمل. Allez-y. Alors, on va commencer les choses dès le début. Alors, quel est l'intérêt d'avoir des fonctions et des procédures? Pourquoi on va avoir tout ce vacarme? Pourquoi on a besoin de définir des fonctions et des procédures? Quel est l'objectif, en fait? Quoi? Oui, mademoiselle? Résoudre un problème. Alors, on peut résoudre le même problème en utilisant un seul algorithme, mais qui est long. Premièrement, c'est la simplicité. Premièrement, oui. Il y a la sécurité. Exactement, il y a la sécurité. Parce que si on utilise des procédures, c'est plus sécurisé. Il y a aussi une bonne gestion. Et la troisième, elle est la plus importante. Il faut savoir, s'il vous plaît, vous êtes des ingénieurs et vous travaillez toujours en équipe. C'est rare de trouver une seule personne qui va réaliser un algorithme qui est complexe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le principe de modularité. C'est-à-dire, on essaie de décortiquer un algorithme qui est très long en de petits morceaux qu'on appelle modules, et chaque ingénieur, on va lui donner la tâche d'écrire son algorithme. Et vers la fin, l'ingénieur principal, ou bien l'orchestre de l'équipe, il va sommer tous les modules, tous les morceaux de chaque petit ingénieur junior, et il va essayer d'appeler et d'utiliser comme des outils. D'accord? Ça, c'est l'objectif des fonctions procédures. Et c'est le cœur de l'algorithme. Si vous arrivez à comprendre ça, vous arrivez à comprendre le cœur de l'algorithme informatique de manière générale. Donc, il faut savoir que les modules, ou bien ces morceaux, on a deux types. On a, soit on va décortiquer sous forme de procédure, soit on va le décortiquer sous forme de fonction. Alors, quelqu'un qui me donne la différence entre les deux. La différence entre les deux. La fonction et la procédure. Oui, on peut voir que la fonction, la différence entre fonction et procédure, que la fonction, il y a une sortie, une variable de sortie, output. D'accord? Contrairement à la procédure, on n'a pas de sortie. Mais qu'est-ce qu'on a en procédure? Qu'est-ce qu'il va faire? Exactement. Donc la différence entre la procédure, c'est l'exécution d'actions. Pour la fonction, on va donner un résultat. C'est communication mathématique, c'est fonction, c'est communication. Vous avez une variable de sortie y et des variables d'entrée des x. D'accord? Ou bien un seul x, ça dépend de la type de fonction. Donc la différence au niveau fonctionnel, il faut savoir que la procédure, puisqu'il va exécuter une action, côté partage de ressources, elle est plus sûre. D'accord? Parce qu'on ne va pas donner la variable. On ne va pas donner la variable à une autre personne pour qu'il fasse comme il veut. Contrairement à la fonction, on donne un résultat et on donne la variable. Donc je vais essayer de vous donner une analyse, une analogie de la fonction et procédure. Donc imaginez avec moi qu'on est dans un terrain de sport, exemple un terrain de tennis, et vous avez plusieurs balles. Chaque balle, on va la définir comme une variable, ainsi de suite. Et on a plusieurs joueurs. D'accord? On a le premier joueur, deuxième joueur, ainsi de suite. Donc, on va définir comme module 1
module 2, ainsi de suite. Donc les joueurs, ils ont une variable qui est partagée, ou bien une ressource publique, qui sont les valeurs. Donc tout ce qui est dans le terrain, c'est un partage public, c'est-à-dire des variables publiques, qui peuvent être utilisées pour tous les joueurs. D'accord? Mais chaque joueur il possède sa propre raquette. Les raquettes, on peut les définir comme des variables internes. Petit m, petit k, petit l. Donc ce sont des ressources, on peut définir que ce sont des ressources. Ressources par exemple privées, contrairement aux ressources publiques. D'accord? Les ressources publiques, elles peuvent être utilisées par tous les modules, soit en fonction, soit en procédure. Mais les raquettes, on peut considérer que c'est individuel, chacun sa raquette. D'accord? Si un des joueurs il est généreux, c'est-à-dire qu'il peut vous donner sa raquette. Alors, je sais pas. Donc, X, par exemple. Donc, on va considérer que ce module c'est une fonction et cette raquette peut être partagée avec les autres modules. D'accord? Mais les autres ne sont pas autant généreux. Ils vont garder leur raquette, ils ne vont pas la partager. Donc, ils vont considérer comme des procédures. D'accord? Très bien. Mais les raquettes, ils peuvent distribuer le jeu. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec les raquettes, mais je ne vais pas te donner ma raquette, je vais te donner un lancer. D'accord? Donc, on peut faire un partage, pas un partage de valeur par valeur. C'est-à-dire que je vais te donner uniquement le lancer. Mais si je désire te donner ma raquette, ça veut dire que je vais te donner carrément la variable. Donc c'est un partage par référence. D'accord? Donc pour ne pas oublier, donc pour dire qu'il y a un partage par référence, ça veut dire qu'on va faire un partage avec des variables globales. Partage par valeur, c'est une variable locale. D'accord? Pour faire un petit peu l'analogie. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade, s'il vous plaît, au niveau des fonctions procédures? Et il ne faut pas aussi oublier la syntaxe, s'il vous plaît. Donc, au niveau de la fonction, la syntaxe, on va toujours écrire fonction. On va définir le nom de la fonction. Le nom de la fonction. Qu'est-ce qu'on définit à l'intérieur des parenthèses? Les variables globales, comment on les nomme au niveau des fonctions? On les nomme attributs. Les attributs. Et bien sûr, si on a une fonction, qu'est-ce qu'on doit faire? Exactement, il faut définir le type de variable de retour, c'est-à-dire quand vous faites retourner, je ne sais pas, par exemple, fonction, il faut définir le type de variable de retour. Et s'il vous plaît, le type de variable, ce n'est pas le type des attributs, la différence. Type de variable de retour, type de Z. D'accord? Au niveau de procédure, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire procédure. Toujours les attributs. Bien sûr le nom, pardon. Les attributs. Est-ce qu'on définit un type? On ne définit pas le type parce que la procédure ne fait pas un retour de variable, donc juste début et fin. Fin procédure. D'accord? Donc la syntaxe, il faut pas l'oublier. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Bon, au niveau de la fonction, oui, ça c'est une très bonne question. Donc puisque cette variable elle va être distribuée, est-ce que c'est obligatoire qu'elle soit globale? Puisqu'elle va être distribuée, elle peut être locale. Donc la réponse c'est oui et non. On peut déclarer la variable locale à l'intérieur de la fonction. On va le nommer Z, on va la distribuer après des instructions. Comme on peut déclarer comme variable globale au sein du programme algorithme principal, et on peut la distribuer, les deux. Mais en fait l'objectif d'avoir des fonctions, c'est que la variable peut être donnée.
D'accord? Même s'il est local, sa valeur elle peut être distribuée. Contrairement aux variables locales dans les procédures. Le problème, il se trouve où? Quand tu déclares une variable locale à l'intérieur d'une procédure. C'est une variable privée, elle est reconnue au stade uniquement de la procédure, et elle ne peut pas être distribuée, elle ne peut pas sortir, parce qu'on n'a pas retourné variable. Tu as compris? Non? Ah, ouais, ça, l'organigramme a pour objectif d'écrire, d'expliquer l'algorithme. N'a pas d'autre intérêt. En fait, tu peux uniquement écrire le pseudocode, mais à condition qu'il n'est pas demandé dans l'examen. Donc, je vais vous donner un exemple plus concret pour vous expliquer la différence entre les deux. Donc je vais écrire un petit exemple de programme principal, calculatrice. D'accord? Je vais définir une variable globale à la partie déclaration. X réel. D'accord? Et maintenant, je vais écrire une procédure qui va faire une sommation directe. S reçoit A plus B. D'accord? Donc, je vais écrire procédure qui doit recevoir A et B. D'accord? Donc, début. Donc, S entier. D'accord? S reçoit A plus B. Je ne vais rien faire. Fin procédure. Donc, je vais définir A et B comme réel, en entier, c'est mieux. Donc, combien de variables globales j'ai pour l'instant? J'ai 3 variables. Puisqu'ils sont définis dans l'algorithme principal, j'ai A et B et X. 3 variables globales. N'est-ce pas? Et combien de variables locales? J'ai uniquement S. N'est-ce pas? J'ai uniquement S. Alors, est-ce que je peux faire comme ça? Je vais appeler la procédure, je vais nommer, je devais nommer ici. Bon. Somme avec. D'accord? Donc, je vais appeler la procédure somme. Donc, je vais lire A et B. Alors, comme ça, et fin. Très bien. Et je vais écrire afficher S. Très bien. Donc j'ai fini l'écriture. Maintenant, avec moi, on va essayer d'exécuter cet algorithme. Donc on commence par quoi? On commence toujours par l'algorithme principal. Alors j'ai les variables, je connais que j'ai A et B et X comme variables globales. D'accord? Puis j'ai demandé à l'utilisateur de me donner les valeurs, c'est-à-dire lire A et B. Par exemple, je donne A 3 et B 4. D'accord? Et j'ai appelé la procédure qui nommée somme. Maintenant, je vais lire la procédure somme. J'ai une variable locale, n'est-ce pas? C'est S. Qui reçoit quoi? Qui reçoit A plus B. Donc S, il vaut combien? Il vaut 7. Ça fait. Très bien. Maintenant, je vais continuer l'exécution. Qu'est-ce que j'aurai comme résultat ici? Afficher S. Est-ce qu'il va m'afficher 7? Est-ce que l'algorithme principal, il a reconnu S? Il la connaît. L'algorithme principal, c'est le terrain de foot. Il connaît uniquement les balles. Est-ce qu'il connaît les raquettes des joueurs? Il ne connaît pas les raquettes des joueurs. Puisque S n'est pas déclaré comme variable globale, il ne va pas la connaître. Qui a connu la variable S? C'est la procédure, parce que c'est comme un joueur qui reconnaît sa raquette. D'accord? Donc c'est un erreur. Alors pour corriger ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux solutions. Soit je vais définir S
comme variable globale et pas besoin de la définir ici. De cette façon, puisque les variables globales, on va calculer S et on va l'afficher. Et on parle de passage par référence. Parce que la ressource est partagée avec l'utilisation d'une variable globale. C'est ça la première solution. La deuxième solution, c'est quoi? On va laisser S comme variable locale. On va la laisser. D'accord? On va la déclarer uniquement au sein du module. S, par exemple, réel. Et on va essayer de faire un passage par valeur. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser une procédure. Il faut utiliser une fonction. D'accord? On va utiliser une fonction. On a une fonction. Le type de retour, il est réel. Et on doit faire, bien sûr, retourner S. Mais on n'a pas fini. D'accord? Et fonction. Très bien. Puisque c'est une fonction, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne une valeur. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça, directement, somme? Elle a une sortie. C'est comme si tu as balancé la sortie. Tu ne l'as pas utilisée. Tu as appelé la fonction, mais tu n'as pas utilisé la fonction. La sortie, qu'est-ce qu'il donne? Il donne une valeur. Donc, il faut faire une affectation à une variable. On peut définir Z ici. Sinon, on fait une méthode plus simple que ça. Puisqu'il retourne une valeur, on va utiliser directement l'instruction affichée. Directement, sans AB. Et c'est un passage par valeur, ce n'est pas un passage par référence. Passage par référence, utilisons la variable globale. Passage par valeur, on a utilisé la variable locale et on a défini une fonction qui va faire un retour de valeur, passage par valeur, retour de valeur, et on l'a utilisé au sein d'une instruction affichée. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Vous arrivez à comprendre ça, vous arrivez à comprendre la majorité du cours. Vous n'aurez aucun problème par la suite. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? On continue? Oui. Quel est le rôle de X? Quel est le rôle de X? Donc, d'après le deuxième exemple, n'est-ce pas? Le deuxième exemple. Donc, en fait, on n'a pas besoin du X. Puisqu'on a utilisé afficher directement sans A plus P, on n'a pas besoin de X. Mais si je désire utiliser X comme il va absorber le résultat de la fonction puis afficher X, il y aura un rôle. D'accord? Mais en général, on fait comme ça. On définit des variables globales pour recevoir le résultat des fonctions. Pourquoi? Parce qu'en général, on n'a pas une seule fonction dans un algorithme, on en a plusieurs. Et il se peut que cette variable sera utilisée dans d'autres fonctions. Donc, il sera mieux d'utiliser une variable globale. D'accord? Oui, ça c'est une solution. Mais le problème, tu as augmenté la complexité. Parce que tu as ajouté d'autres fonctions, d'autres instructions. D'accord? La méthode la plus simple est toujours la plus efficace. Ah, comment? Au niveau de programme principal? Pas forcément. On peut voir des calculs, multiplications, des sommations. Donc, afficher, c'est une instruction. D'accord? L'objectif, c'est qu'il va afficher une valeur donnée par une fonction. D'accord? C'est bon, je continue. Très bien. Maintenant, on va passer à autre chose. On peut voir un exemple, comme vous voyez devant vous, l'utilisation de la fonction max2, qui a pour objectif d'avoir deux attributs, c'est A et B, et de vous rendre le résultat, c'est-à-dire la valeur maximale qui est entre eux. D'accord? Donc, il se peut, vous pouvez avoir des retournés, deux retournés, plusieurs retournés, ça dépend de sinon si, ainsi de suite, si vous avez plusieurs conditions. Donc, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, même si vous la trouvez, il suffit juste de comprendre l'algorithme. Très bien. Donc, on va passer à. Donc, je viens, je crois, de vous expliquer le passage par valeur. Le passage par valeur, le module reçoit une copie.
contrairement au passage par référence qui va recevoir le variable original. غيكون عنده واحد مدرح وواحد عنده l'origine. Passage par valeur, passage par référence. Maintenant, il y a une notion qui est aussi très importante, c'est la notion des tableaux. Alors, comme je vous ai dit, là, quel est l'objectif d'avoir un tableau? Pourquoi un tableau? Il a attaqué comme un امتحان. Pourquoi question? Pourquoi un tableau? Je n'aurais pas parce que. Pourquoi un tableau? Oui. On peut stocker plusieurs informations. Tu peux me détailler, donner une définition plus claire? Comment? Oui, très bien. Il y a la première chose, c'est l'organisation d'informations. Le tableau, il va te donner une méthode de stockage structurée. Et structurée suivant quoi? C'est comme un adressage, suivant un indice. Par exemple, vous avez T1, première valeur, la valeur qui sera de T2, T3, T4, donc il y a un séquencement structuré de valeurs. Mais à condition que toutes les valeurs doivent être de même type. D'accord? Donc le tableau a pour objectif d'avoir une grande un grand nombre de variables structurées ayant de même type. D'accord? Donc, au niveau de syntaxe, s'il vous plaît, il faut se rappeler de la syntaxe. Donc, la syntaxe, on va donner le nom. Bien sûr, on va écrire tableau. Et il faut donner les extrémums, c'est-à-dire le nombre de cases. Et on commence toujours le tableau par 1, on finit par une variable n. Uniquement dans l'algorithmique, mais dans le langage C, dans d'autres langages, en général, la première case, c'est 0. Ainsi de suite. Et bien sûr, il faut définir le type entier, réel, chaîne de caractère, ou bien un enregistrement, ainsi de suite. Partie directe. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques exécutions de tableau. Alors, imaginez avec moi que j'ai créé un tableau. Je connais la première case et je vais dire n entier. Donc, je vais donner 5. Donc, 5, c'est déjà un nombre qui est fini de cases. Uniquement 5 cases. Donc, puisque j'ai un nombre qui est très petit de cases, je peux faire une affectation directe de chaque case. De cette méthode. Je vais faire T, de soi, j'ouvre une accolade et je donne des valeurs. Un, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et bien sûr, la première valeur, c'est quoi? T1, c'est quoi? C'est 1. T2, c'est 0. T5, c'est 21. Problème. Si on a 1000 cases, est-ce qu'on peut faire une affectation de cette façon? C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque l'affectation elle est récursive. Je vais commencer par la première case, deuxième case, troisième case, ainsi de suite. L'affectation est récursive. Qu'est-ce que je peux utiliser pour remplir un tableau? Une boucle. Puisque je connais la taille du tableau, je vais utiliser quel type de boucle? C'est boucle définie. Donc je vais écrire pour i allant de 1 à 1000. On va faire quoi? On va lire T de i. On va faire lire T de i. Et si je veux afficher, au lieu d'écrire lire, je vais faire afficher T de i. D'accord? On est sur boucle définie. Mais si je ne connais pas la taille du tableau, je dois utiliser quel type de boucle? Je vais utiliser une boucle indéfinie en utilisant tant que quoi? Qu'est-ce que je connais? À la fin de chaque tableau, qu'est-ce que j'ai? J'ai une case fictive, imaginaire, qui est anti-slash 0. D'accord? Vers la fin de chaque tableau, j'ai anti-slash 0. Donc, tant que T de I, différent de anti-slash
0. Je vais faire lire T de I. Qu'est-ce que je dois faire aussi? Faire une incrémentation. Et quand on fait incrémentation, on fait quoi? Initialisation de I. Ah, et je n'initie pas avec 0, j'initie avec quoi? Avec 1 parce que la première case c'est 1. D'accord? Donc il faut faire attention. Très bien. Et ce qu'on fait pour lecture, on ne le fait pas pour l'écriture, c'est-à-dire lire ou bien afficher. Et bien sûr, il y a les tableaux et il y a d'autres types de tableaux, comme le tableau, comme la matrice. Donc la matrice est bidimensionnelle. Bidimensionnelle, et s'il vous plaît, si vous voulez bien la comprendre, il faut la comprendre sous la forme suivante. On va tracer un repère mécanique. Ce n'est pas un repère mathématique, c'est-à-dire qu'on a des coordonnées x et y, c'est facile. Tel que je définis le tableau comme la suite. 1, 2 points, petit n, pardon, petit n, ça veut dire coordonnées x, et on a 1, 2 points, petit m, ça veut dire coordonnées y, et il faut toujours que le tableau ait le même type. Même type. Donc si je désire avoir MA1, donc MA1 c'est ça. Et si je continue d'une manière horizontale, qu'est-ce que j'ai? J'ai M de 1. Scan vertical, j'aurai. Oui, on est toujours dans X, donc c'est 1. Mais c'est Y qui va changer, ainsi de suite. D'accord? Et pour faire la lecture, l'écriture et lecture, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Est-ce qu'une seule boucle est suffisante? Non, mais il faut faire 2 boucles, une pour les lignes et une pour les colonnes. Et bien sûr, le tableau il sera affecté de la manière suivante. Donc I et J. Et on va ajouter notre pour alors de A à N ou bien N. Faire ainsi de suite. D'accord? Pour remplir la matrice. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du tableau? Au niveau de scan? Oui, bien sûr. Alors, la boucle indéfinie, très bien, très bonne question. Donc, tu parles de ça. Donc, il faut savoir, premièrement, la boucle indéfinie, elle sera utilisée uniquement si je ne connais pas la taille du tableau. Si je connais la taille du tableau, j'utilise la boucle définie, parce que je connais le point de départ devant derrière. Alors, au niveau du tableau que je ne connais pas sa taille, qu'est-ce que je connais comme information? La dernière case est toujours anti-slash 0. Même si par exemple j'ai 1000 cases ici, 1000 cases, 1001, c'est anti-slash 0. Je connais sa valeur. La valeur est vide, nulle. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un compteur qui va commencer par 1, puis il va incrémenter. Donc il va commencer par 1 et il va faire une incrémentation. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Ou quand il doit s'arrêter? Il doit s'arrêter quand T2 1001 égale à anti-slash 0. Donc si T de I est différent de anti-slash 0, je suis toujours, j'ai pas fini le tableau. Tant qu'ils sont égaux, je dois sortir de la boucle, c'est là que j'ai fini le tableau. Et je refais la même chose même pour la matrice. Pour la matrice, qu'est-ce que je sais? La dernière case ici est toujours anti-slash 0. La dernière case ici, c'est toujours anti-slash 0. Même chose, slash 0. Donc, in the three corners. D'accord? Dans les 3 extrémités des tables. Oui. Au niveau de tu les déclares sous forme de variable. Donc la fin, tu ne vas pas donner une valeur constante. Tu vas donner comme variable.
Et comme je vous ai dit, chaque algorithme sur un langage, c'est un algorithme. Quand vous déclarez une variable ou vous ne donnez pas une valeur, il va donner une valeur aléatoire. Par exemple, si tu déclares une variable de type entier, tu ne donnes pas une valeur, l'ordinateur ou bien le compilateur, soit il va donner 0 ou 3000. N'importe quoi. D'accord? Mais il y a une autre méthode d'allocation dynamique, vous allez l'apprendre, Inch'Allah, dans le langage C, donc ce n'est pas la peine de vous donner plusieurs informations. Par le stade, il faut connaître ces notions-là. D'accord? الترم الجاي السنوات المقبله غير اونتر بارونتيز هاد لاسيونس ما فيها لا غياب لا وهذه غير باش تستافدوا اللي زعما بحال حس راسهم ديرونجي ولا صح هذه ممكن يمشي والله ما غادي يضرني ولا يطلع لي الدنيا تكونوا عارفين بغيتي تمشي دابا سير ماشي مشكل ما جيتو تستافدوا تستافدوا ريفيزيون ما كانش بلا ما نتشوشوا على الاخرين اللي باغيين يتعلموا وباغيين يستافدوا سير فوكلا الله يرضى عليكم. Comment se fait l'incrémentation au niveau de quelle boucle? Boucle définie, c'est clair. La boucle est définie, je crois. Bref, très bien. Donc, je vais commencer l'instruction, la première instruction, qui est la valeur de i, elle a quelle valeur? Elle a i, elle a 1. Donc, je vais faire le test. Si la première case égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire la première case égale à 0? C'est-à-dire que le tableau, il n'est pas créé. Mais qu'il parce que la première case est anti-slash 0. Donc, s'il n'est pas créé, on ne va pas faire l'instruction. On ne va rien faire. Mais si la première case existe, donc on va faire les instructions. Donc la première instruction, c'est lire la valeur pour la première case. Puis on va faire l'incrémentation, c'est-à-dire il va devenir égal à 2. Puisque le valeur est à 2, on va reboucler, on va vérifier. Est-ce que la deuxième case existe? Donc on peut reformuler cette question comme est-ce que la IM case existe? Quand j'écris P de I différent de anti-slash 0, c'est comme je repose la question est-ce que la IM case existe? S'il existe, je lis la valeur. Je vais faire une lecture. Puis je vais passer à la case suivante. Et je vais reposer la question est-ce que la case suivante elle aussi elle existe? S'il existe, je lis la valeur et je la remplis. S'il n'existe pas, je sors. D'accord? Mais pour les cases doivent être existantes. D'accord? Je dois connaître les extrémités du tableau. C'est bon? Des questions? Continue? Je continue parce que il faut voir aussi une autre notion. Donc pour les tri, je crois, je présume. Est-ce que vous voulez الوقت ما بقاش الا تصبروا نكمل لكم لا نوسيون ديال لي انregistrements تشوفوا لي تري سوا اختاروا. Donc je vais faire les traits. بغيتو تكملوا كما بغيتو شي نمشيو. D'accord? Donc je vais faire les traits. Je vais commencer avec les traits. Alors, pour les tri, il y a plusieurs méthodes de tri. Il y a la recherche linéaire. On va commencer avec la recherche basique. La recherche basique, elle se fait comme ça. La recherche basique, il faut considérer que le tableau est rempli. Comme ça. 11, 12, 17, 30. Très bien. Et on essaye de chercher la position d'une valeur. Par exemple, je pose la question. Elle est où par exemple, 12. La question. Alors, d'une manière classique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester à chaque fois, est-ce que cette valeur est 12? Si oui, je vais donner sa position. Sinon, je vais essayer de tenter le même test pour la case suivante. Est-ce que la deuxième case, ainsi de suite. Donc, on va essayer de traduire ça en algorithme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une recherche linéaire. Donc, pour I, allons de 1 à quoi? À 5, je crois. À 5, faire. On va faire quoi? Quelle instruction? On va faire un test.
On va faire si t de i égale à x. X, c'est la valeur, donc je vais donner x2. D'accord? Alors, si oui, qu'est-ce que je vais afficher? Afficher, écrire oui, oui, et il est dans, virgule, i. Case 3, case 6. Et sinon, je vais faire quoi alors? Afficher n'existe pas. Facile, fait pour. Alors, ça c'est une recherche linéaire qui vous impose à faire quoi? Qui vous impose à faire une recherche linéaire et commençant de la première case jusqu'à la dernière case. Alors, d'après vous, s'il vous plaît, quelles sont les limitations de cette recherche linéaire? Quels sont les avantages et les inconvénients? L'avantage, est-ce qu'on va trouver la valeur? Oui, c'est l'avantage, on va trouver la valeur. Mais imaginez avec moi qu'on a 10 000 cases. Quel est l'inconvénient? Imaginez qu'il est dans la 10 millième, qu'on a 10 000 cases, et la valeur qu'on essaie de chercher, elle est dans la dernière case. Ah, très bien. On a gaspillé beaucoup de temps. D'accord? Donc la recherche linéaire, elle va atteindre son objectif, mais le problème, c'est qu'elle gaspille le temps. Alors la solution, c'est quoi? Au lieu de faire le test avec des boucles définies, on va faire le test avec quoi? Une boucle indéfinie, telle que la condition d'arrêt, c'est quoi? C'est la position trouvée. Donc, par exemple, si la valeur, par exemple, dans notre cas, 12, elle se trouve ici, n'est-ce pas? Donc, si je fais une boucle indéfinie, pardon, et je vais faire tant que t de i différent de 12. Tant qu'il est différent de 12, j'exécute les additions. S'il est égal, qu'est-ce que je fais à la boucle? Je sors. Si je sors, est-ce que la boucle va continuer? Elle ne va pas continuer, elle va s'arrêter. Donc, la première solution, c'est d'utiliser des boucles indéfinies. Donc, la deuxième méthode, c'est d'utiliser un tri à but, comme vous voyez en haut. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire la recherche? On fait un tri. Si par exemple, le tableau est ordonné, d'accord? Et on connaît la première valeur, la dernière valeur. Par exemple, la première valeur, c'est 4, et la dernière valeur, c'est, je sais pas, c'est 13, par exemple. Combien de cases on a éliminées? On a éliminé une seule, la dernière, parce qu'elle est triée. Si la valeur est 6, on va éliminer plus de valeurs. Donc, est-ce qu'on va faire une recherche complète? Recherche? Non, on va s'arrêter jusqu'à la valeur de recherche. Donc, on ne va pas faire des calculs qui sont éligibles. D'accord? Donc, pour le tri à but, il consiste à faire quoi? Comment on trie? On crée une bulle, comme ça, entre deux cases, et on pose la question. Est-ce que ces deux valeurs, ils sont ordonnées? S'ils sont ordonnés, on continue. S'ils ne sont pas ordonnés, qu'est-ce qu'on fait? On fait une permutation. On fait ça tout au long du scan, jusqu'à quoi? Et on répète le tri à but jusqu'à que on a un variable d'acquittement, d'accord, égale la taille du tableau moins 1. Et je vous invite à voir l'exercice, d'accord? Sinon, il y a d'autres méthodes que je vous ai posées dans la TD, essayez de la revoir. Donc, on va essayer de continuer. Est-ce que vous êtes fatigué ou bien on continue? Continue, parce qu'on a fait tout le cours de l'algorithmique. Il nous reste une seule notion, c'est la notion d'enregistrement, qui a pour objectif de faire quoi, s'il vous plaît? Qui peut me rappeler? Exactement, exactement. Donc, au niveau des tableaux, même si j'ai fait une bonne organisation et j'ai créé pas mal de variables, la limitation revient en obstacle que toutes les variables doivent être dans le même type. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Et je vous ai donné un exemple d'étudiant, un autre exemple, je crois, de produit dans le problème. Et il y a plein d'autres, comme le citoyen, la carte nationale, il y a le nom, il y a la date de naissance, il y a l'endroit où vous êtes né.
H, ainsi de suite. Plusieurs variables. Et chaque variable, on peut les définir sous forme de quoi? Sous forme d'attribut. C'est comme si on a considéré la variable qu'on a créée une fonction. Et la fonction, elle possède des attributs. La même chose, on peut définir une variable qui possède des attributs. Donc, exemple classique, c'est étudiant. Et bien sûr, on a plusieurs champs. Premier champ, c'est le nom. Deuxième, c'est l'âge, moyenne, ainsi de suite. Et si je désire remplir, j'ai déclaré la variable, exemple E, donc j'ai écrit, donc puisque là l'enregistrement est comme ça, si je veux déclarer E, je écris E, deux points, étudiant. D'accord? Et si je veux remplir cette variable E, qui est de type étudiant, je veux donner un nom à cet étudiant. Je vais faire E, point nom, affectation, et j'écris son nom. Même chose pour l'âge, même chose pour la moyenne. D'accord? Et de cette façon, j'ai une variable qui est nommée E, qui possède plusieurs attributs ou bien champs. Chaque attribut est champ de type différent. Oui. Alors, il faut déjà savoir. Donc, l'algorithme principal, il est décomposé en quoi? Partie déclaration et partie exécution. Donc l'enregistrement, c'est une variable. Est-ce qu'il sera défini à l'intérieur de partie exécution? Il sera défini dans la partie déclaration. Donc les déclarations, qu'est-ce qu'on déclare? On déclare les constantes, les variables. Les variables soit uniformes, c'est-à-dire entiers, réels, chiffres de caractère, soit sous forme de tableau, soit sous forme d'enregistrement. D'accord? Donc c'est une variable déclarative et on peut avoir un enregistrement sous forme de variable globale. Je ne veux pas faire complexité les choses, mais c'est possible. Et comment on peut avoir un enregistrement de variable locale, c'est-à-dire qu'il est déclaré uniquement localement à l'intérieur du module. Il faut faire attention. D'accord? Donc on va essayer de faire un exemple, on va essayer de pousser les choses plus loin. S'il vous plaît, si je veux définir une classe, j'ai défini un étudiant, je veux définir une classe de AP1. Donc, la classe, il est nommé 2AP1. Donc, combien d'étudiants on a dans la classe de AP1? 300 et quelque chose. 300 et Allah, Allah, alors, deux points, je vais écrire tableau. Premier élève, deux points. Donc, on va s'arrêter uniquement à 300. 300. Qu'est-ce que je dois aussi ajouter? Le type de tableau, c'est un étudiant. N'est-ce pas? Un étudiant. Alors, quel est ton numéro? Quel est ton numéro? Qui se rappelle de son numéro? Non. Je suis sur la liste. D'accord. Je vais considérer que tu es numéro 3. Essaye de remplir tes coordonnées. Vas-y. Donc, numéro 3, il va remplir le premier champ. Qui est le premier champ? C'est le nom. Donc, tu vas écrire ton nom. Non, j'ai créé ta classe. Chez un tableau, tu as donc tu vas écrire, vas-y, 2AP1, vas-y. 2AP1, elle est le numéro 8. Entre crochets, elle est le numéro 8. On va considérer qu'elle est le numéro 8. Entre crochets, non, accord là, c'est un tableau, accord là. Comme ça. Maintenant, tu vas aller au champ nom. On va considérer que E, c'est 2AP1 entre accord de 8. E, c'est ça. Donc tu vas faire point. Non. Ok, non. Non.
Attends, chauffe. E, E c'est la variable. Le champ où on va donner le nom, c'est non. Donc ça c'est la variable. Ça c'est la variable. D'accord? Je vais faire point. Non, doucement. D'accord? Je dois définir la variable. La variable, c'est un tableau. Le tableau, c'est le numéro de la liste. Et elle doit donner au champ nom le nom. D'accord. Alors, si je vais te donner, par exemple, une moyenne, je vais faire, merci, 2 après 1, point. Mademoiselle, c'est comme si j'ai écrit Mademoiselle Khadija. Point, moyenne, 17 par exemple. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, on va essayer de remplir la classe d'une manière dynamique. On va utiliser quoi? Ouais, c'est un tableau, je sais. Mais comment on va remplir tous les champs? On utilise quoi? On va utiliser quoi? On va utiliser une boucle. Bien. Mademoiselle. Mademoiselle. On a fait tableau bien. Non, ne t'inquiète pas, on ne va pas te juger. Oui, oui, mademoiselle. Je les cours des tableaux. Tu vas essayer de remplir le nom de tous les élèves de la classe, leur nom et leur moyenne. Vas-y. Et on va commencer par le paramètre pour I. Pour I, on commence par où? On commence à où? À 1, vers qui? Vers quoi? Vers 300. Donc, allons de 1 à de 1. Ouais, il donne. 300. Faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour chaque élève? Qu'est-ce qu'on doit lire? Donc on doit lire le nom, on doit lire son âge, on doit lire sa moyenne. Très bien. Donc la classe il est écrite sous forme d'un tableau. Ça c'est un tableau. D'accord? Donc je vais écrire lire, lire. Non, c'est pas T. Ça c'est le tableau. C'est le mondial. Ouais. 2 AP1, 2 AP1. Accolade de I. Accolade de I. I. Attends, c'est tableau. Point. On va commencer par quel champ? On va commencer par le nom. Point nom. Tu fermes. Voilà. Maintenant, on va lire quoi? On va lire l'âge, on va lire moyenne. Et de cette façon, on va faire quoi? Exactement. Si on veut pousser les choses, on utilise affiche. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qu'on a créé en fait? On a créé un tableau de quoi? Un tableau d'enregistrement. D'accord? De API. Je ne parle pas de moyenne. لا ضغط هذيك تكتب التسميه ديالها هذيك هي فوق نديرها شوف معايا تبغي يكتب شي شان كاركتر تبغي يكتب شان كاركتر بحال ساره سعيد محمد تنديرها اونتيغ انا معليش ساره احمد دي اج موين دي فاريابل بحال اكس ايكال بزاف S'il vous plaît, n'oubliez pas le point. Le point, il ne faut pas l'oublier. Pour finir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a rempli. Maintenant, ça, je fais un pour. Alors, on a créé un tableau d'attributs, un tableau d'enregistrement. Donc, on a 2, 1 et 1, bon. H,